Vous êtes sur CGTN français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Le 24 février, le conflit militaire en Ukraine a surpris et secoué le monde entier. Un mois après le début du conflit, la souffrance humaine est déjà épouvantable. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a appelé la Russie à mettre fin à son offensive contre l'Ukraine. Avons-nous progressé sur le chemin de la paix au cours du dernier mois ou est-ce un sacrifice insensé de vie humaine et de l'économie? Quelles pistes sont-elles envisageables pour apaiser les tensions actuelles? Nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Heureuzin, commandateur de CGTN, et en ligne avec nous Monsieur Xu Bing, spécialiste en relations internationales, et également Elsa Souru, correspondante de CGTN à Paris. Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Le président Zelensky a déclaré que les pourparlers sont conflictuels, mais qu'ils avancent. Mais mercredi, la délégation ukrainienne a déclaré que les négociations avec la Russie se heurtaient à des difficultés majeures. Ce ton s'est fait l'écho le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Ils sont difficiles parce que la partie ukrainienne a en quelque sorte exprimé sa compréhension des choses qui devraient être convenues lors des pourparlers, mais change toujours de position, refuse leurs propres propositions. Il est difficile de se débarrasser de l'impression que les collègues américains leur tiennent la main. Lavrov accuse les pays occidentaux d'envoyer des armes en Ukraine, affirmant que Moscou pense que les États-Unis entravent les pourparlers de paix. Lavrov affirme que le but ultime de l'Occident est de préserver un monde unipolaire et que l'Ukraine est utilisée comme un outil pour contraindre la Russie. Les dirigeants de l'OTAN vont décider lors de leur sommet d'aujourd'hui de renforcer la posture de défense avec 4 nouveaux groupements tactiques en Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie pour renforcer ses défenses contre la Russie. Monsieur Xu, si cela se réalise, quel impact dans l'évolution de la crise ukrainienne? Moi, je l'interprète ainsi. Premièrement, c'est une geste de soutien à l'Ukraine de continuer le combat. C'est-à-dire que voilà, si nous n'avons pas l'armée sur la terre, mais nous donnerons suffisamment de soutien logistique, matériaux et notamment de renseignements. Et deuxième, c'est qu'on sait qu'avant le sommet de l'OTAN, il y a aussi, je dirais, la réunion de l'Union européenne. C'est que cette fois-ci, il paraît que finalement, c'est que beaucoup de pays, notamment les Américains en tête, qui affirmaient que finalement, vous parlez, disons, la formation de Eurocorps, c'est-à-dire les forces militaires autonomes. Non, les Américains ont dit, voilà, le clé de sécurité de l'Europe, c'est de côté outre-Atlantique. Et troisième, je pense qu'aussi c'est important, c'est que malgré les doutes et les critiques par la condamnation sur cette logique de bloc de la guerre froide des Américains avec ces pays, disons, partisans, en disant, voilà, on va continuer cette pratique de stratégie de bloc. C'est là, moi, je pense que c'est très négatif. Mais c'est peut-être aussi une façon de protéger l'Ukraine. Oui, et puis aussi de rassurer les pays qui sont le plus à l'est d'Europe, qui ont, eux, ils voient ce conflit de première main, ils sont vraiment à côté, donc il faut aussi les rassurer. Hier, le président Zelensky a fait un discours devant le Parlement français. Il a surtout appelé au boycott du marché russe. Elsa, comment la France a réagi là-dessus ? Alors effectivement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé à l'ensemble des parlementaires français hier au Palais Bourbon. Donc ils étaient tous réunis. Il y avait les sénateurs et les députés français qui étaient au Palais Bourbon. Donc c'était à 15h hier après-midi. Il s'est exprimé pendant une vingtaine de minutes. Donc il a d'abord été présenté par Gérard Larcher et Richard Ferrand. Il a ensuite été longuement applaudi. Il y a eu une grande standing ovation pour lui, suivi d'une minute de silence pour les morts civils et militaires ukrainiens.
Ensuite, donc, il a fait un discours d'une vingtaine de minutes. Alors, ce qu'il faut savoir avec Volodymyr Zelensky, c'est qu'en fait, il construit toujours ses discours en s'adaptant à son auditoire. C'est-à-dire que là, si vous voulez, il a comparé le drame de Mariupol. Vous savez que c'est une sorte de ville martyre hein, dans ce conflit. Il l'a comparé avec les ruines de Verdun en 1916. Donc en fait, à chaque fois qu'il s'adresse à différents parlements, parce que vous savez que c'est ce qu'il fait à peu près tous les 2 ou 3 jours, il s'est adressé à la Knesset israélienne. Donc là, il a parlé des Justes, ceux qui avaient aidé les Juifs pendant la guerre. Quand il s'est adressé aux Japonais, il a parlé de Tchernobyl. Donc tout de suite, pour les Japonais, ça rappelle Hiroshima et Nagasaki. Quand il a parlé au Congrès américain, il a parlé de Pearl Harbor. Donc là, il a parlé de Verdun et il a également dit que l'offensive russe, pour lui, contrevenait à toutes les valeurs que la France porte, c'est-à-dire cela va à l'encontre de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Donc il a dit ça, donc d'une part, et ensuite il s'en est pris à 3 groupes ou 3 marques françaises qui continuent leurs activités en Russie, c'est-à-dire le groupe Renault, le groupe automobile qui construit pour des Lada, donc c'est la marque qui construit en Russie, le Roi Merlin, donc un groupe de bricolage et décoration, et de la grande distribution Auchan. Alors, il a parlé de ces 3 marques en disant qu'elles ne devaient pas, qu'elles devaient cesser tout leur business en Russie, parce qu'en fait, si vous voulez, pour lui, c'est continuer les affaires en Russie, c'est continuer à financer, si vous voulez, la machine militaire russe. Et il a fait mouche, puisque mais tout de est-ce suite, que c'est aussi important pour lendemain, l'économie française de continuer les investissements en Russie? c'est un manque à gagner pour Renault. Ça va être une grosse perte de chiffre d'affaires, mais ça a marché. Le discours du président Zelensky a marché, puisque Renault a dit qu'ils allaient arrêter leurs activités, ils allaient fermer leur usine de Moscou temporairement. Donc ça a marché, et Zelensky, il est donc il construit ses discours intelligemment et il utilise toujours des mots assez mesurés, ce qui n'a pas été le cas d'un des candidats à l'élection présidentielle, Yannick Jadot du groupe Écologie Les Verts, qui a taxé le groupe de Total Energy de complicité de crimes de guerre, et ça lui a valu une attaque en diffamation de la part du groupe Total. Donc vous voyez, Zelensky s'est adressé avec des mots beaucoup plus mesurés et qui ont marché, puisque Renault a déjà annoncé arrêter ses activités en Russie à partir d'aujourd'hui. Eh ben, il a surtout posé la question dès le début de son discours, comment arrêter cette guerre et comment instaurer la paix en Ukraine. Il a demandé davantage d'armes et il a plaidé pour une adhésion rapide à l'UE. Et Nicolas, de quelle manière ces dernières demandes vont aider à apaiser la tension actuelle? Bon, alors c'est vrai, comme l'a dit Elsa, hein, il cible bien son auditoire, c'est un très très bon orateur, hein, et comme a dit Elsa, effectivement ça fait mouche, puisque là Renault a décidé de se retirer, hein, mais bien sûr il y a des problèmes, effets c'est efficaces, difficile. rapides. Oui, alors bon, pour revenir vite fait aux entreprises françaises, il y a des gros manques à gagner, hein. Par exemple Auchan, hein, c'est 10% de son activité globale en Russie, Renault c'est environ 12%, il y avait des investissements de plusieurs milliards d'euros. Donc se retirer de ce marché-là, c'est très compliqué pour ces entreprises-là. Évidemment, ça veut dire aussi beaucoup de salariés russes au chômage. Donc oui, alors il a appelé au boycott, ça c'est une chose. Ensuite, davantage d'armes, une adhésion à l'UE. Et il n'a pas parlé de l'OTAN. Donc là, déjà, il a mis ça de côté. On dirait que là, il a décidé de... C'était un peu trop demandé. L'adhésion à l'UE, oui, elle est justifiable, mais je ne pense pas que les pays européens, notamment la France et l'Allemagne, vont accéder à cette demande d'ici au court terme. Peut-être que il y aura effectivement une possibilité à moyen ou à long terme, hein, puisque l'Ukraine, en fait, pour Volodymyr Zelensky, il dit que l'Ukraine, là, il est en train de défendre les valeurs de l'Europe contre les valeurs qu'il déclare opposées à l'Europe par la Russie. Donc en gros, je veux rejoindre l'Europe parce que nous partageons les mêmes valeurs et qu'en gros, mon combat, c'est votre combat. Donc c'est une manière d'intégrer un peu l'Europe, hein, pour demander plus d'aide pour l'Ukraine. Alors bien sûr, ça peut aussi antagoniser la Russie, hein, puisque s'il y a une acceptation de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne maintenant, ça sera vu comme une provocation par la Russie. Donc, alors comment c'est clairement lui son but, c'est pas de calmer le jeu. Là, c'est au contraire, c'est donnez-nous plus d'armes et boycotter au maximum la Russie, retirer toutes vos entreprises du marché russe pour affaiblir son économie.
D'accord, donc maintenant c'est plus de calmer la situation, mais de gagner. De nous aider plus. au maximum et d'empêcher la Russie de continuer la guerre en attaquant ses finances et en coupant le gaz et les importations de gaz et de pétrole. D'ailleurs, on pourra noter que la Russie a répondu, on en reviendra peut-être là-dessus, ça c'est assez récent, donc c'est-à-dire maintenant elle exige que les paiements de gaz et de pétrole à la Russie soient effectués en roubles et non plus en devises étrangères. Ça c'est intéressant aussi. Donc maintenant il rentre vraiment dans le jeu avec la Russie. C'est la Russie qui demande à changer de devise pour payer le gaz, de son propre gaz. Donc là c'est un jeu assez étonnant puisque la Russie a plutôt besoin de devises étrangères. On a vu qu'il y a eu la fermeture, le blocage des fonds de la Banque centrale russe à l'étranger. Donc apparemment, elle a besoin de devises étrangères. Mais là, la Russie dit que non, nouveaux paiements maintenant ne sont plus en devises étrangères, mais en roubles. Peut-être pour stabiliser le rouble, justement, qui est en train de dégringoler. Et donc, le président Zelensky a fait beaucoup de discours depuis, et puis plusieurs négociations ont été faites aussi. Depuis le 12 mars, les négociations entre Kiev et Moscou se sont poursuivies sans avoir de propositions concrètes pour mettre fin au conflit ou obtenir un cessez-le-feu. Les négociations tournent autour du statut de neutralité suédois ou autrichien de l'Ukraine, une hypothèse qui est pourtant rejetée par Kiev. Des contradictions profondes persistent dans les pourparlers russo-ukrainiens. Nous allons donner la parole à Monsieur Pierre Laurin, journaliste, historien et spécialiste de la Russie. Monsieur Laurin, comment l'idée d'une neutralité de l'Ukraine est-elle évoquée? Alors le statut de neutralité, c'est ce que demande la Russie. Il s'agit pour l'Ukraine d'accepter d'être entre les deux blocs, entre guillemets, entre l'OTAN et entre la Russie et son traité de sécurité collective avec d'autres pays de l'ancien espace soviétique, de la communauté des États indépendants. Ces deux alliances représentent, disons, un pendant l'une de l'autre autour d'une frontière qui est la frontière russe et où l'Ukraine constitue une avancée à l'intérieur de la Russie. Si vous regardez une carte, vous voyez très bien que le territoire ukrainien s'avance considérablement en Russie occidentale et se retrouve à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Donc, pour la Russie, la neutralité de l'Ukraine est une question de sécurité nationale. Et donc, le besoin d'un nouvel équilibre se fait sentir, mais la définition de neutralité semble différente des deux côtés de la table. Le problème, c'est que l'Ukraine a inscrit dans sa constitution tout à fait récemment, en 2018, que la vocation de l'Ukraine était d'entrer dans l'Alliance atlantique, d'entrer dans l'Europe d'une part, mais ça ne pose aucun problème à Moscou, et entrer dans l'Alliance atlantique, ça en pose un. Donc, les négociations n'avancent pas, comme je le disais à l'instant. Pourquoi elles n'avancent pas? Justement parce qu'il y a une sorte de valse-hésitation des Ukrainiens qui disent « bon, d'accord, on va voir un statut de neutralité, on va voir si c'est possible, etc. » Les négociateurs reviennent à Kiev. À Kiev, les alliés de l'Ukraine disent « non, il n'en est pas question ». Et les alliés, c'est essentiellement les Américains. Et les Américains ne tiennent pas du tout à la neutralité de l'Ukraine. Donc là, il y a un antagonisme non pas entre l'Ukraine et la Russie, mais plutôt entre la Russie et les États-Unis. Et merci Monsieur Laurin pour votre intervention. Malgré les difficultés, les négociations ont enregistré des progrès. La Russie ne parle plus de nazification de l'Ukraine, ni d'un changement de régime à Kiev, tandis que le président ukrainien a accepté de renoncer à intégrer l'OTAN. Monsieur Su, peut-on maintenant parler de progrès réels qui pourraient mener à une désescalade de la crise? D'abord, moi je pense qu'il faut dire que la Russie n'est pas abandonné sa revendication de dénazification, de dénazification et démilitarisation. C'est ce que la Russie a proposé aussi dans ces conditions. L'essentiel aujourd'hui, ce qu'on doute, c'est que c'est la capacité de pouvoir à Kiev
à se décider. Bon, l'Ukraine est un pays indépendant, mais quand il s'agit, disons, des grandes orientations, parfois on sait que, je dirais que l'avis ou le conseil de Washington est déterminant. Il joue, par exemple, ce que l'attitude de l'Ukraine dès le début. C'est un peu comme notre ami tout à l'heure a indiqué, c'est un peu hésitation, valse. Finalement, on se pose qui décide la ligne. Est-ce que ce sont vraiment une certaine opinion publique déterminée ou surtout les gens, disons, de l'Ukrainien de l'Ouest qui déterminent, dont on sait bien que leur tendance, orientation politique, ou finalement, c'est que le pouvoir depuis Zelensky, depuis Poroshenko et jusqu'à Zelensky, c'est que finalement le poids de Washington donne trop d'influence dans la décision. Là, moi, je pense, oui, comme on dit, ce serait, à ce point-là, ce serait une question moins entre Kiev et Moscou, mais plutôt entre Moscou et Washington. Vous avez bien dit, la voix de Washington donne trop d'influence, on va revenir là-dessus. Et Elsa, est-ce que vous voyez un peu de progrès vers le chemin de la paix dans toutes ces négociations ? Alors oui, Monsieur Laurin a donné un tableau un petit peu noir de la situation. Je vais essayer d'apporter quelques nuances parce que comme vous l'avez dit dans votre introduction de l'émission, effectivement, ça fait un mois jour pour jour que les troupes russes ont franchi les frontières ukrainiennes et il est bien de faire une sorte de petit bilan des avancées éventuelles des négociations puisqu'il y en a de l'aveu même du président Zelensky. Ils avancent pas à pas. Il a déjà fait des concessions. On a vu qu'il renonçait définitivement, en tout cas pendant son mandat, à ne plus vouloir intégrer l'OTAN. Donc déjà, c'est quand même quelque chose d'important. Il a également vouloir faire des compromis au sujet du Donbass et de la Crimée. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, on n'a pas la teneur de ces propositions, mais en fait, il faut préciser que le grand public ne peut pas savoir le contenu des négociations, c'est normal, c'est des choses qui sont top secrètes, c'est un jeu entre les diplomates en ce moment, donc c'est normal qu'on ne connaisse pas la teneur de ces propositions, mais en tout cas, elles sont là. Donc comme M. Su l'a très bien dit, effectivement, les Russes restent inflexibles sur certains points, la neutralité de l'Ukraine, ça, les Ukrainiens ne veulent pas en entendre parler, les Russes ne sont pas prêts à faire un cessez-le-feu non plus, donc on voit qu'il y a certaines choses sur lesquelles les deux parties campent sur leur position, il y a eu quelques concessions faites aussi. Donc, moi, je reprendrai les mots du président Zelensky. Peu à peu, les choses avancent. Et surtout aussi, le format des négociations a changé puisque maintenant, elles se font par visioconférence. Ce qui pourrait éventuellement fluidifier peut-être un peu plus le mode de communication et ça pourrait rendre les négociations peut-être plus rapides et plus efficaces. Et Monsieur Laurin a parlé... Moi, j'en doute. Monsieur Su ? Oui. Bon, je pense la négociation à vidéoconférence, probablement ne rapporte pas grand-chose. Finalement, c'est encore le top sommet qui décide. Vous avez d'abord, comme vous observez, c'est que les trois tours pour négociation, ça c'est sur un niveau assez limité. En Turquie, on a les rencontres des deux ministres. Ça, moi, je pense que le poids encore ne suffisant pas. Bien sûr que les deux parties gardent un certain secret, notamment sur, je dirais, que certaines revendications de fond. Si la neutralité, c'est un grand thème. Et deuxième, c'est l'intégrité de l'Ukraine. Faut dire vraiment un découpage de Donbass où vraiment c'est une sorte d'autonomie à faire des compromis. C'est là qui sont les essentiels. Ça existe encore des différends difficiles à franchir. Monsieur Laurin a parlé d'un antagonisme, non pas entre l'Ukraine et la Russie, mais plutôt entre la Russie et les États-Unis. Nicolas, êtes-vous d'accord ? Partiellement, oui. Est-ce que c'est-à-dire que maintenant la clé de la paix est plus ou moins entre les mains des Américains ? Ça l'a pas, je dirais pas toujours été, mais ça l'était déjà dès le début, même avant la guerre, ou même. On a vu, la Russie a commencé à vouloir parler avec qui ? Avec les États-Unis et pas forcément avec le gouvernement de Zelensky. Donc l'interlocuteur premier de Vladimir Poutine, c'était Joe Biden. Et après, ensuite, les Européens. Et après, l'Ukraine en dernier. Donc on a l'impression que l'Ukraine, c'est... Voilà, bon, la Russie ne veut même pas perdre le temps de négocier même avec M. Zelensky. Il préfère directement discuter avec Washington. Donc ça montre... Oui, que là, il y a un affrontement entre la Russie et les États-Unis sur la question de l'Ukraine, que l'Ukraine est un... Et de toute façon, on le sait, c'est une sorte d'état tampon entre l'Europe de l'Ouest et le monde russophone.
Donc cet État tampon, voilà, il est pris entre deux feux. Il est lui-même divisé, on l'avait déjà dit dans d'autres émissions, qu'il y a une partie à l'ouest qui était plutôt pro-européen et une partie à l'est qui était plutôt pro-russe. Alors, je pense que maintenant, avec le conflit actuel, je pense que les positions ont changé au niveau de la population ukrainienne, ça a renforcé l'identité de la population ukrainienne. On voit les résistances des villes russophones qui étaient censées accueillir, entre guillemets, l'armée russe, et en fait elle a résisté, et c'est peut-être justement eux qui résistent le plus à la Russie. Donc il y a certainement une déception du côté russe de ce côté-là, et effectivement une discussion avec, pour l'avenir de l'Ukraine, la neutralité de l'Ukraine, c'est avec les États-Unis et les Occidentaux, ensuite les Européens, que ça va se discuter. Ouais. Et si on parle du rôle de la Chine, selon certains avis occidentaux, la Chine joue les équilibristes, et aux yeux des Européens, quel est le rôle de la Chine dans cette crise, Elsa? Alors, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, donc je vais vous épargner un petit peu les analyses franco-françaises de la presse française qui parle de fausse neutralité de la Chine, de position ambiguë, qui implicitement voudrait dire que la Chine soutient militairement et économiquement la Russie, ce qui n'est absolument pas le cas. La Chine communique tous les jours avec ses homologues ukrainiens. La Chine soutient humanitairement l'Ukraine, donc on va balayer tout de suite ces allégations. Moi, je vais plutôt m'intéresser au point de vue des Ukrainiens sur le rôle de la Chine. Alors, je vais reprendre les propos de Mikhailo Podolyak, qui est un négociateur ukrainien et qui a déclaré le samedi 19 mars, il a appelé la Chine à soutenir l'Ukraine et à condamner de la barbarie russe. Donc, et c'est aussi, je ne veux pas dire que toute la presse française est contre la Chine, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais parce qu'il y a aussi des observateurs français qui considèrent que la Chine a un grand rôle à jouer, qu'elle pourrait jouer le rôle de médiateur, qu'elle aurait même un rôle clé dans la résolution de cette crise, ce dont je pense que c'est une bonne idée, puisque la Chine parle à la fois avec la Russie et à la fois avec l'Ukraine. Donc je pense effectivement qu'elle pourrait avoir un rôle clé de médiation dans ce conflit, et peut-être même un rôle décisif. Et la relation sino-américaine s'avère de plus en plus importante, surtout pour la crise actuelle. Vendredi dernier, le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden se sont entretenus par téléphone, et entre-temps, plusieurs rencontres et échanges de haut niveau sino-américains ont aussi eu lieu depuis une semaine. Quelle est la position de Beijing sur la crise ukrainienne, Monsieur Su? Je pense qu'on a déjà parlé plusieurs fois. D'une part, bien sûr, c'est non-guerre à négociation, la paix. Et deuxième, pour le plus urgent, c'est la crise humanitaire. Il faut l'éviter. Et troisièmement, quand on pense, il faut penser, disons, toute la causalité, c'est-à-dire pas seulement, je dirais, le pays, la sécurité, comme l'Ukraine ou la Russie, mais il faut penser, je dirais, une structure éventuelle pour la sécurité de tous les pays européens, c'est-à-dire que les pays ne jouent pas, je dirais, le pion ou le sujet dans la stratégie pour le service des autres. Il faut abandonner, je dirais, que cette logique de bloc, n'est-ce pas, que la conférence de sécurité et de paix en Europe constitue un certain pas de négociation. Il faut penser que, par exemple, je dirais, les arrangements définitifs par le traité juridiquement, je dirais, bien établi, bien clair, pour éviter, je dirais, la reprise de la guerre froide dans cet antagonisme. Dans ce cas-là, moi, je pense qu'aussi, il faut penser que l'action économique unilatérale ne favorise pas, et souvent, ce sont les populations qui sont victimes et en souffrent beaucoup. Donc la position de la Chine est toujours plutôt claire, c'est la souveraineté territoire, c'est pour la paix, c'est pour les solutions diplomatiques. Et donc de quelle manière la relation sino-américaine pourrait impacter l'évolution de la crise en Ukraine? Monsieur Su. Oui. Moi, je pense que il y a déjà pas seulement, je dirais, il y a la rencontre à Rome, et puis il y a la vidéoconférence entre les deux présidents. Ce que nous parlons, bien sûr, avant tout, c'est les dossiers bilatéraux. N'oublions pas, par exemple, notre revendication sur la position américaine en Taïwan. Et deuxièmement, c'est, bien sûr, c'est l'Ukraine. Ce que nous pensons, c'est que nous ne faisons pas alliance ou suiviste dans la politique américaine, qui sont vraiment dans la stratégie, je dirais, antagoniste, la logique de bloc. Ce que nous pensons, c'est plutôt que
il faut faire quelque chose de réel pour promouvoir, je dirais, la négociation et non pas mettre l'huile toujours dans le feu. Ça, c'est important. Et deuxième, on voit aussi cette fois-ci, c'est que le conflit, à travers les sanctions, ça s'élargisse, je dirais, sur d'autres sphères informationnelles, économiques. Et ça ne va pas très bien pour... c'est très négatif, je dirais, voire destructif pour, je dirais, construire un monde de destin commun, un monde de paix et de prospérité et de bien développement. Il y a une autre position de la Chine sur les sanctions économiques, c'est que jeudi dernier, le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng, a clairement indiqué que la Chine s'opposait à toute forme de sanctions unilatérales qui n'ont aucun fondement dans le droit international. Ces sanctions ont-elles des répercussions souhaitées, Nicolas, jusque-là ? Alors c'est une grande question qui agite un peu tous les pays occidentaux qui font les sanctions et qui les ont augmentées au fur et à mesure et qui ont là, même après le discours de M. Zelensky, et donc là, il a appelé à davantage de sanctions et la plupart des pays européens disent qu'il y en a encore, il y a encore des paliers à franchir. Effectivement, là par exemple on voit dans le cas des entreprises françaises qui quittent la Russie que ça crée des problèmes à tous les niveaux, ça crée des problèmes en Russie. Ça crée des problèmes de chômage, ça crée des problèmes ensuite de rapatriement du matériel, la perte financière, ensuite les pertes d'investissement sur les entreprises, sur les usines, sur la technologie. Et ensuite, c'est vrai que les entreprises qui partent comme ça précipitamment, ils perdent leurs droits aussi sur les locaux en fait. C'est-à-dire que ça peut être récupéré par d'autres pays ou par des entreprises russes par exemple. Donc ça touche à la fois les Russes dans la population moyenne et effectivement les pays européens également. Et puis encore plus à travers toutes ces sanctions, c'est même le monde entier qui est dérangé. Donc oui, la Chine dit attention aux sanctions parce qu'on est en train de déstabiliser l'économie mondiale qui déjà avait eu du mal avec le Covid, avait pris un énorme coup. Et maintenant, on va augmenter encore ce risque sur l'économie. Où est-ce que ça va nous amener en tant que, je veux dire, pour le destin commun, comme dit la Chine, on est tous reliés. Donc cette interdépendance au niveau des sanctions, ça va se faire sentir. Donc c'est vrai que c'est opposé à la politique chinoise de gagnant-gagnant, de destin commun, on est tous dans le même bateau. Et là, on est vraiment dans une optique de guerre avec ces sanctions, de se faire du mal à nous et aux autres. Donc, d'un autre côté, on peut comprendre pourquoi aussi il y a les sanctions, c'est parce que c'est pour affaiblir l'économie russe, pour montrer que la guerre coûte trop cher et pour arrêter la guerre au niveau, simplement au niveau de la perte économique, financière. Montrer que cette guerre coûte trop cher en hommes, en soldats, via la résistance ukrainienne et financièrement via les sanctions. Ce qui est sûr, c'est que ces sanctions ne vont pas toucher seulement la Russie et l'Ukraine. Ça peut perturber les marchés mondiaux et ça peut aggraver l'économie mondiale qui est déjà en ralentissement. Donc la question, c'est de savoir comment et quand peut-on voir la fin de cette tragédie. Donc compte tenu de l'impact considérable de la crise ukrainienne sur le développement international à long terme, la communauté internationale doit placer les solutions plus rapidement possible et cela exige les efforts de toutes les parties. Merci Nicolas, merci Elsa et merci Monsieur Su de votre partage. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition de l'Essentiel.